Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum pour un tout nouveau épisode de IEC Talks. Alors nous revenons pour une deuxième saison. Moi, il y avait les deux premiers épisodes. Pour rappel, IEC Talks c'est une série de podcasts où on va accueillir des invités, des professionnels du génie industriel qui vont discuter avec nous de leur expérience et de leur monde professionnel. Donc pour ce premier épisode de la deuxième saison, nous allons accueillir un invité très spécial pour le club IEC. Alors, on a le premier président du club, M. Mahiddin Meshidal. Marhaba bik, Mahiddin. Merci beaucoup Lilia Yatek Saha. Merci pour l'invitation dans ce format et ce cadre hyper intéressant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous. Alors, pour commencer, pourriez-tu te présenter et donner une brève description de ce que tu as fait, de ton parcours académique? Ça marche. Bon, j'aime bien être tutoyé, comme ça Oui. on est à l'aise dès le départ. Mahidine Meshidal, promotion 2021, management industriel. Donc ça fait déjà 4 ans, voire 5 ans que j'ai été diplômé. Donc pour mon parcours, après les 3 ans, d'ailleurs, après la prépa, je suis passé directement en génie industriel, donc j'ai choisi la spécialité. À l'époque, j'hésitais un peu avec électrotechnique ou des spécialités un peu plus techniques, mais je m'étais dit que le génie industriel peut être très très intéressant de par déjà premièrement la diversité des domaines. Et de la polyvalence aussi. Exactement. Donc toutes les industries qu'on peut toucher, les différentes disciplines au sein du génie industriel qu'on peut aussi apprendre. Donc c'était hyper intéressant et si c'était à refaire, je l'aurais fait d'ailleurs. Et juste après, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus dans la supply chain, donc le supply chain management. J'étais inspiré beaucoup par le docteur Iskandar Zouhari, qui est enseignant à l'École nationale polytechnique, du coup pour la part. Et donc j'ai décidé de faire un master spécialisé. C'était en France, à Paris, à l'École nationale des ponts et chaussées, qui était en alternance. Donc j'avais fait mon alternance sur une année avec Total Energy, toujours dans le domaine de la supply chain. C'était hyper intéressant, ça m'a permis justement d'alterner entre le domaine pro que j'avais revisité en France, dans un marché qui était très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Algérie. Et en plus de ça, j'avais un certain rythme où je faisais une semaine par mois à l'école des ponts, où ça m'a permis justement d'aller un peu plus loin dans différents concepts un peu plus spécialisés. D'accord. Et donc, cette alternance, ça a été facile de trouver cette opportunité ou là vous avez passé par des refus, par plusieurs contraintes? Alors pour ma part, dès le début, donc je visais des masters en alternance, c'était mon objectif. Honnêtement, le master en alternance en général te permet d'avoir une certaine aisance financière, que ce soit à travers les différents salaires que tu peux avoir de par l'entreprise, les primes qui vont avec, tout le package donné, la considération en tant qu'employé. Donc tout ça, je pense que c'est hyper bénéfique, surtout pour un étudiant dès le départ. Je pense que la transition aussi de venir d'Algérie vers la France n'est pas facile. Oui. Donc avoir un soutien pareil, ça te permet vraiment d'avoir une certaine bouffée d'oxygène qui te rend assez à l'aise. Et au-delà de tout ça, ça te permet un peu de casser ce rythme hyper académique que tu as eu pendant 5 ans au niveau de la formation d'ingénieur. Et ça te permet d'alterner avec des concepts pratiques. Donc j'ai commencé à chercher déjà, je pense, 5 mois avant la rentrée scolaire. Et j'avais visé uniquement des masters en alternance. C'était un petit pari que j'avais pris à l'époque, mais je ne me voyais pas trop faire une formation en initiale. Donc j'avais postulé à 5 masters de mémoire. Et honnêtement, alhamdoulilah, j'ai eu 4 acceptations sur 5 sur les différents masters. J'en avais rajouté un en initial. Je m'étais dit, on ne sait jamais, ça peut être une porte de secours. Après, pour l'alternance, c'était un peu plus différent, c'était assez compliqué. Je ne sais pas si j'avais de la chance, mais après le Covid, tout se faisait en remote, donc en ligne. Je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais à l'époque, ça m'a permis d'être à Alger et passer mes entretiens. Donc j'en ai fait un beau paquet. Après, je pense au bout de 2 3 mois, j'ai eu quelques opportunités et j'avais le choix entre 2 3 entreprises et j'ai décidé de faire Total. Déjà, premièrement, c'était un domaine qui me paraissait assez intéressant, c'était dans les lubrifiants, le business des lubrifiants.
Donc c'était de la production discrète, etc. Il y avait des différentes gammes de produits, donc une certaine complexité d'un point de vue supply chain. Et le milieu était hyper industrialisé, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et il y avait cette envergure internationale avec différentes parties prenantes, que ce soit les différentes filiales de Total, les partenaires, les normes étatiques, quelques contraintes politiques aussi, de par la supply chain qui est très universelle et mondiale. À l'époque, il y avait le conflit Ukraine-Russie, donc il fallait prendre toute cette dimension dans l'équation. Donc honnêtement, j'avais beaucoup appris et je conseille à tout étudiant qui veut justement faire ses études en France. D'opter l'alternance en même temps. Ouais. Voilà. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ton profil est assez différent des autres, surtout des diplômés de Polytech. Donc toi, quel a été le déclic où tu as su que voilà, la supply chain était ton domaine à toi et c'est le domaine que tu vas continuer à faire? Très bonne question. Mm. Déjà à l'époque, quand on était toujours à l'école, on avait souvent cette proposition de différents secteurs. On avait cette vision de par les différents alumni qui sont sortis avant nous. Généralement, c'était soit les systèmes d'information, soit la supply chain, la production manufacturing pure et dure, ou sinon le conseil, le consulting en général. Mm. Quand je dis système d'information, il y a aussi la partie data, Oui. IT en général, SAP, etc. qui rentre en jeu. Donc moi, je me projetais pas trop sur les domaines IT. Euh, pour moi, ça faisait pas une suite logique par rapport à ce que j'avais appris en école d'ingénieur. À Polytech, comme tu le sais, on a souvent des modules de production, de maintenance, etc. Oui. Quelques modules en système d'information, mais on n'est pas hyper spécialisé. Donc j'étais hyper inspiré par aussi le professeur Zouari, qui nous parlait souvent de la supply chain et qui nous a donné cette partie internationale de la supply chain qui m'a beaucoup intéressé à l'époque. J'avais vu aussi quelques concepts en pratique, que ce soit au niveau de mes stages ou les différentes visites qu'on faisait à l'époque ici en Algérie. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et je me disais que voilà, tout ce que j'ai appris, le background que j'ai acquis, je peux le mettre en exécution à travers cette discipline. Et au-delà de tout ça, quand je voyais aussi toujours les alumni de notre école qui ont fait de la supply chain, j'ai remarqué que souvent ils avaient une certaine évolution verticale au sein des entreprises, au sein des hiérarchies. Et ça me paraissait assez intéressant parce que ce n'est pas tous les domaines qui offrent cette opportunité. Donc j'ai essayé de creuser la question justement et j'ai compris que le domaine des opérations en général te permet d'acquérir une certaine, j'allais dire culture générale, mais une certaine vision, un certain overview sur toutes les disciplines de l'entreprise et te permet d'acquérir encore plus de responsabilités. Les gens naturellement te font confiance parce que justement tu es le garant de la bonne production, la sortie d'un produit fini au sein d'une entreprise ou d'un service. Donc voilà, donc c'est un peu les choix qui ont motivé, plutôt les arguments qui ont motivé mon choix. D'accord, parce que ça, c'est un truc on remarque souvent, surtout quand on est des étudiants. On aime bien se projeter, on aime bien donc savoir ce qu'on pourrait faire. Donc, comme je t'ai dit, ton profil était différent des autres. La majorité, quand nous les cabinets de conseil. Et donc, merci pour tes arguments. Vu qu'on a parlé de la formation à Polytech, quelles sont pour toi les choses qui seront à modifier ou même les choses qui ont été bénéfiques pour toi quand tu es parti en France? Tu les as toujours utilisées et que tu t'es dit merci Polytech pour ça. Alors, en vrai, il y a pas mal de modules qui étaient très intéressants, mais c'est surtout la philosophie et le mindset que j'ai pu acquérir au sein de l'école qui m'a permis justement d'aller plus loin que ce soit ma formation en France ou mes expériences professionnelles. Déjà, premièrement, à travers la prépa. Je trouve que la prépa nous a beaucoup forgé. Honnêtement, oui, mentalement surtout. Oui. Honnêtement, la préparation, le concept d'être en concurrence avec des personnes qui ont tous eu des bacs excellents, oui. voire très bien, ça te permet justement de pousser tes limites et aller plus loin. Des fois, c'était stressant. C'était tout le temps stressant. Ouais, des fois, c'était stressant,
Des fois, tu te dis, ouais, peut-être نخرج من بوليداك ونلقى روحي في وهران ولا في عنابة loin de chez toi, etc. Donc c'était assez stressant, surtout qu'il y avait des gens qui avaient des rythmes incroyables. Honnêtement, des fois, je me dis qu'il fait qu'un idéro. Et toi, tu te dis peut-être malakش لاحق, est-ce que tu dois faire plus? Tu dois gérer un peu avec l'équilibre entre la vie estudiantine et la vie personnelle aussi, hein, parce que souvent on a nos maisons, nos foyers, il faut s'occuper d'eux, aider, ne serait-ce aider qu'à la maison. Donc honnêtement, c'était un équilibre à trouver. Mais au final, toute cette préparation te permet d'affronter des problèmes après que potentiellement sont moindres que ce que tu as pu voir. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que ça forge vraiment le caractère. Au-delà de ça aussi, tu as la partie esprit critique que je ne retrouve pas partout, qu'on a pu acquérir à l'école. Et ça, je pense que c'est dû au fait que souvent, dès le début, on faisait face à des problématiques assez complexes et on nous poussait justement à les résoudre. Donc, même la préparation derrière, tous les exercices qu'on a l'habitude de faire, Donc il y etc. avait dès que la remise en question qui était constante, on se retournait sur nous-mêmes C'est ça. Et Et je pense qu'on est capable aussi. c'est ça. Et honnêtement, ça, c'est soit tu l'as pas. Je pense que tu le développes dès le début. Et c'est pour ça que les prépas, honnêtement, c'est une formation pour moi qui forge les esprits. Honnêtement. Après, en spécialité, là, tu commences à apprécier un peu ta formation d'ingénieur. Parce qu'on va pas se le cacher, mais le rythme et la pression, donc là, tu commences à avoir des profs qui ont souvent fait la même spécialité que toi, etc. Donc, tu as un certain champ lexical qui est commun entre tout le monde. Et là, tu commences à apprendre des skills que tu vas potentiellement utiliser dans ton prochain job. Donc après avoir été diplômé. Et pour moi, les compétences les plus importantes que j'ai pu acquérir et qui sont en relation un peu avec ce que je fais, avec la supply chain, peut-être une personne qui a fait des systèmes d'information va te parler d'autre chose. Pour moi, c'est plutôt la partie supply chain. Donc tout le supply chain management en général qu'on a pu voir avec Zouari. Tu as aussi la partie prévision. Donc c'est hyper important. La partie prévision, tu la retrouves dans tout ce qui est demand planning, donc toute la partie forecasting, etc. Après, tu as d'autres modules comme typiquement la production, le Lean Six Sigma, l'analyse multicritère de données, la maintenance. C'est des disciplines que tu vas retrouver au sein des industries. Et parmi les modules les plus intéressants que j'ai eus, c'est les modules un peu soft, on va dire, comme la stratégie industrielle ou la stratégie business qu'on avait vu en 5e année et qui te permet justement à la fin de prendre ce recul au-delà des opérations et comprendre qu'est-ce qu'est justement une stratégie opérationnelle et comment la déployer sur toute l'entreprise ou l'industrie en général. D'accord. Et vu qu'on a parlé de la prépa et à quel point c'était stressant, heureusement qu'il y a aussi les clubs étudiantins qui ont été là pour nous aider à nous évacuer l'esprit, à décompresser un petit peu. Eh bien, on sait que tu es le créateur, le fondateur du club IEC et le premier président de ce club. Donc, comment cette idée t'est passée par la tête et tu t'es dit, vas-y, on va créer un club pour nos spécialités? Alors, déjà de base, je faisais partie du club d'activité polyvalente, le CAP. Donc, j'ai fait partie du club pendant une année complète où j'ai organisé plusieurs événements, notamment le Stock Market Simulation, le Wikistage, qui m'ont permis de découvrir le monde de l'événementiel en général et aussi avoir ce contact avec les différents camarades de promo, des étudiants d'autres écoles, etc., pour réaliser des projets. Et honnêtement, ça m'a beaucoup stimulé. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir justement cet écosystème où il y a des personnes qui réfléchissent comme moi, qui ont les mêmes objectifs et avec lesquels on peut créer de la valeur au sein de l'écosystème algérien. Et au bout d'une année, après avoir fait plusieurs projets et événements avec le CAP, on s'était posé avec quelques amis, on était 4 à l'époque de mémoire, et on s'était dit justement pourquoi ne pas trouver une solution pareille pour juste le génie industriel. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on sentait que justement il y avait ce manque de proximité avec le terrain ou avec l'industrie en général, sachant que dans le nom,
on parle de génie industriel. Oui, Donc, on doit découvrir toutes les industries ça, et c'est pas possible en théorie. Exactement. Et à travers le club qu'on avait justement, le CAP, des fois on faisait quelques sorties, mais c'était pas hyper spécialisé comme ce qu'on voulait faire ou ce qu'on voulait voir au niveau de la spécialité. Donc on s'était dit, déjà l'école polytechnique, elle a une certaine réputation, elle a une certaine image qu'on peut utiliser et qui pour moi est mal canalisée au sein de l'écosystème algérien, au sein de toutes ces entités, que ce soit académiques ou professionnelles. C'est un peu dommage parce que justement c'est l'école d'ingénieur numéro 1, normalement. Oui. Jusqu'à présent c'est le cas. Et derrière, on se concentre que sur la partie académique. Or que nos étudiants sont hyper compétents, ils peuvent facilement résoudre des problématiques d'entreprise. Pourquoi ne pas les faire participer? Pourquoi justement les rendre proactifs dans cet écosystème? Donc l'idée c'était déjà premièrement de créer ce club pour nous faire remarquer, nous faire connaître par le grand public, montrer qu'est-ce qu'est le génie industriel, qu'est-ce qu'il représente, mais aussi exploiter cette opportunité que nous donne l'école. Exploiter, canaliser cette image et cette réputation qu'on a. Donc c'était l'objectif numéro 1 quand c'était dit. Et au final, on a pu le mettre en pratique très rapidement à travers des rencontres en entreprise. Après, malheureusement, il y a eu le Covid parce que c'était en 2020. Oui. Donc, on s'est confiné très rapidement. Donc, c'était assez problématique. Mais derrière, ça nous a permis aussi de créer un certain réseau avec tous les alumni de la spécialité. Donc, là, actuellement, corrige-moi si je me trompe, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on est à 450 alumni dans la base de données. À plus de 450. C'est ça, répartis sur 20 ans. Oui. Donc, incroyable. Et honnêtement, tu as des parcours différents, tu as une certaine richesse de connaissances internationales, parce qu'ils sont présents partout dans le monde. Tu peux retrouver un alumni qui est en Asie, en Amérique, en Europe, en Australie. Oui. Donc, c'est hyper intéressant, il y a des feedbacks différents, de cultures différentes, etc. Et ça nous a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ce qu'on peut faire déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire, le potentiel qu'on peut exploiter, et montrer que voilà, l'étudiant algérien est bien formé et il peut faire ses preuves à l'international. Oui, déjà, nous, en tant qu'étudiants, ça nous rassure énormément de voir que voilà, il y a telle personne qui est là. On se dit, ah, un jour, moi aussi, je pourrais être là. Donc, c'est vraiment un point qui nous rassure et qui nous encourage à toujours chercher plus et à toujours vouloir travailler. C'est ça. Oui. Ça fortifie un peu la confiance aussi. Oui. Tu vois, généralement, quand tu es étudiant ici en Algérie, tu as fait toute ta vie ici, tu te dis que tu vas en France, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu peux te dire que est-ce qu'on est là? Donc justement ce retour d'expérience ou cette prise de recul te permet d'affronter ce passage de la Méditerranée. Oui. Donc voilà. Ensuite derrière il y a une reprise qui a été faite. Donc déjà de base j'ai oublié de le dire, mais on était un comité de 7 de mémoire. C'était majoritairement mes camarades de promo. Donc on s'est un peu structuré, on a créé une certaine organisation. On a fait adhérer tout le monde et tout. Et on s'est aussi fixé les objectifs à avoir sur le long terme. Et après, alhamdoulilah, on est en 2025. Donc depuis 2020, ça fait 5 ans qu'il y a des comités qui se succèdent. Et je pense que maintenant, il y a une certaine valeur ajoutée qui évolue. La preuve, aujourd'hui, on arrive à faire un très beau podcast avec toi. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Oui. C'est vrai. D'ailleurs, il y en a beaucoup, en étant étudiant en prépa, il y avait beaucoup d'étudiants qui chauffent au génie industriel, ils chauffent directement IEC. Donc, limite, la spécialité grâce au club parce que ça nous aidait à bien découvrir la spécialité, même si on sous-estimait le domaine. On se disait, ah, on a 2 années de prépa, plutôt se diriger vers d'autres spécialités qui m'a automatique ou la électrotech. Grâce au club, on a pu voir que, voilà, avant même d'être en spécialité, que ça nous donnait une certaine flexibilité dans les secteurs et une certaine polyvalence aussi. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu suis un petit peu ce que le club fait actuellement sur les réseaux. Tu penses quoi, en fait, de ce qui est devenu IEC, qui fait Khalito, qui fait Choula Doka? Tu penses quoi de tout ce changement? En vrai, ça fait plaisir. Tout le temps, ça me fait chaud au cœur de voir que, voilà, déjà,
la philosophie a été reprise, ça n'a pas été abandonné, et vous essayez de travailler encore plus pour faire évoluer les choses. Donc tant qu'on s'inscrit dans cette démarche d'amélioration continue, je trouve que c'est excellent, et j'espère que ça continuera et ça inspirera aussi d'autres spécialités ou d'autres écoles. L'objectif, c'est justement d'avoir cette puissance estudiantine qui peut sortir de nos écoles, de nos universités algériennes et créer de la valeur ajoutée. Après, j'ai vu que vous avez organisé pas mal de nouveaux événements. Oui. Il y a des concepts qui sont nouveaux. Donc, typiquement, ce podcast, l'animation de la communauté à l'international. Vraiment, je trouve qu'au-delà de tous les événements estudiantins qu'on avait au sein de l'école, le concept du club s'est extrapolé à toute la communauté génie industrielle partout dans le monde. Donc je pense qu'il n'y a pas un alumni aujourd'hui qui ne connaît pas le club. Oui. Et ça, c'est dû au fait que voilà, on fait des communications, on essaie de les intégrer, de construire une réflexion commune. Et je trouve ça hyper important. Et ça rejoint un peu ce qui se fait dans les pays les plus développés, comme la France, les États-Unis, où justement ils ont des clubs ou des associations hyper puissantes, financées par leurs alumni et aussi animées par leurs étudiants. Et quand tu vois les résultats, c'est incroyable. Oui, Il y c'est a, vrai. il y a vraiment des échanges hyper intéressants, des profils pluridisciplinaires que tu retrouves dans différentes entreprises, différentes associations, ONG, etc. Et il y a cette prise de conscience aussi de l'existant qui est hyper important. Oui. Et que représente en fait le club pour toi? Si tu devais résumer le club en une expression, quelle serait cette expression-là? Alors, une expression, c'est dur à dire parce que j'ai beaucoup de mots en tête. Oui. Mais en vrai, pour moi, le club IEC au sein du génie industriel, ça a été, je dirais, une bénédiction par rapport à tout ce qu'on faisait avant. À un moment, je pense qu'il y avait une certaine négativité au sein des promotions. Et c'était dû au fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, il n'y avait pas cette exposition à ce qui se faisait à l'extérieur. Il n'y avait pas aussi cette mise en pratique de ce qu'on apprenait. On sentait que comme quoi, voilà, potentiellement, on est loin de ce qui se fait à l'international. Peut-être c'était que des sentiments, mais en tout cas, c'était un ressenti qui était partagé par presque tout le monde. Et après la création du club, il y a eu cette bouffée d'oxygène qui est apparue et qui a fait beaucoup de bien aux étudiants, mais aussi, même encore une fois, à toutes les personnes qui sont passées par la spécialité, parce que ça leur a permis de se reconnecter avec l'Algérie, pour des personnes C'est vrai. qui sont à l'étranger depuis longtemps, mais aussi avec la communauté estudiantine. Le fait déjà de partager son expérience, ce qu'on a fait et tout, il y a une certaine satisfaction personnelle. Et euh, j'aimerais dire que ça te permet de voir qu'il y a des personnes qui profitent de ça. Donc honnêtement, ça fait chaud au cœur, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est trop bien. Donc pour moi, honnêtement, je trouve que c'est une bénédiction pour la spécialité. Oui. Alors, on va un petit peu replonger dans le monde professionnel. Hmm. Alors, avec tout le bagage que tu as accumulé des études de Paris et de celles en Algérie, comment s'est passée ta première année professionnelle? Alors, belle question aussi. Du coup, là, moi, maintenant, je suis chez L'Oréal. Donc, tout de suite après avoir terminé mon master spécialisé en alternance avec Total Energy, j'ai fait le choix justement de passer chez une autre entreprise. Et déjà Des secteurs totalement différents. oui, de l'énergétique à la Oui, cosmétique, luxe, donc c'est un peu différent. Alors, ce qui a expliqué mon choix, c'est que déjà, premièrement, chez Total Energy, pour évoluer au sein de l'entreprise, généralement, il faut un peu passer par des VIE. Donc, c'est un style de contrat que te propose l'État français, justement, pour faire des expériences à l'international et qui sont rémunérées selon une certaine échelle. Et Total encourage les fraîchement diplômés ou les alternants au sein de la boîte pour faire une expérience à l'étranger, surtout en Afrique. oui, Euh, je pense que le domaine énergétique est hyper développé là-bas, que ce soit pétrolier ou gazier. Donc l'objectif, c'est de les envoyer là-bas, faire une certaine expérience de 5, voire un peu plus, 5 ans, voire un peu plus, et ensuite revenir potentiellement en France. Donc honnêtement, je venais de venir en France, ça faisait même pas une année, et c'était pas vraiment dans mes objectifs de me relocaliser géographiquement. Et en plus, d'un point de vue, on va dire, éthique, Total investissait sur des projets pas très éco-friendly au niveau ouais, de l'Afrique. ouais.
Donc je me disais, aller travailler sur ce genre de projet, ça peut être un red flag très facilement au niveau de mon CV. Et en plus, j'adhérais pas trop aux mêmes idées. Donc je m'étais dit, why not tester un autre secteur et le découvrir. Et du coup, à l'époque, il y avait des, euh, des rencontres au sein de l'école des ponts avec plusieurs entreprises. Presque toutes les semaines, il y avait des rencontres. Et à un moment, il y avait L'Oréal. Et du coup, je m'étais dit, bon, voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils proposent. Et il y avait des talent acquisitions. Et j'ai pris contact avec une personne et je lui ai dit, voilà, j'ai fait mon master SP, etc. Je suis de formation génie industriel. Et aussi, j'ai fait une expérience dans le domaine de l'énergie. Est-ce que je peux intéresser l'entreprise? Oui. Elle m'a dit, oui, ça peut être très, très intéressant. On va faire un entretien exploratoire. Donc là, elle m'a appelé au bout de, je pense, une semaine ou deux. Et elle me dit, voilà ce qu'on peut te proposer. On a différents métiers en supply chain. Notre supply chain est hyper évoluée, etc. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches. Et j'avais vu qu'effectivement, L'Oréal, en tout cas selon le classement Gartner, qui est le classement un peu référence qui classe les différentes supply chain des entreprises, positionnait L'Oréal en deuxième place après Schneider Electric en France. Donc ça prouvait que L'Oréal investissait beaucoup sur les différentes technologies, les process, les concepts qu'avait l'entreprise. Et je m'étais dit, ça peut être hyper intéressant. Donc, elle me propose une expérience dans la division du luxe, parce que L'Oréal est structuré en 4 divisions. Donc, tu as la cosmétique active qui est maintenant appelée la dermatologie. C'est toutes les crèmes Vichy, CeraVe, etc. Tu as aussi les produits grand public, donc tout ce que tu peux trouver dans les supermarchés, les shampoings, les gels douche, etc. Tu as la division luxe où je suis actuellement et ça comporte plusieurs marques. Donc généralement c'est de la parfumerie. Après tu as aussi des crèmes de luxe, des crèmes de soins ou aussi du make-up. Donc tout ce qui est Valentino, Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, etc. Et pour finir, tu as une dernière division qui est les produits professionnels que tu peux retrouver chez les coiffeurs. Donc moi, elle me propose une opportunité au sein de la division luxe et c'était supply planner ou material planner, tu peux l'appeler comme tu veux. Et c'est plutôt positionné en amont de la chaîne de valeur, en relation directe avec les fournisseurs. L'objectif, c'était justement d'assurer un peu l'approvisionnement de toutes les matières premières ou les articles de conditionnement qui te permettent de faire des parfums au sein de l'entreprise. D'accord. Et aussi faire le monitoring des différents fournisseurs, essayer de les faire monter en compétences, histoire d'assurer la pérennité du business. D'accord. Et si tu pouvais nous décrire ta journée au quotidien, comment ça se passe autant que supply planner chez L'Oréal? Comment se passe ta journée? Alors, c'est cyclique déjà. C'est un cycle mensuel, comme partout dans les opérations en supply chain. Donc, déjà, premièrement, je suis dans la planification. Donc, l'objectif, c'est d'avoir différentes routines sur plusieurs semaines, donc sur les 4 semaines du mois. Généralement, sur la deuxième semaine, c'est la semaine où il y a le plus de hard work. Et c'est là-bas où on va travailler sur l'envoi des besoins, communiquer justement tous nos requirements à nos fournisseurs. Et pour le faire avant, il faut justement construire les bons besoins, s'assurer avec tous les métiers que tout est bon, que ce soit avec la SNOP, Sales and Operations, ou avec ce qu'on appelle nous les catégories planners, ou c'est juste les master schedulers. Donc c'est les personnes qui vont justement planifier la production au sein de l'entreprise en fonction des contraintes que tu as en interne, que ce soit au niveau des lignes de production ou le TRS, etc. Et aussi en prenant en considération d'autres contraintes comme la partie business. Et la partie business, généralement, c'est la SNOP qui communique à travers ce que leur disent les différentes filiales partout dans le monde. Je te donne un exemple. Si par exemple l'Espagne dit à la SNOP qui est basée à Paris que comme quoi je veux 50 000 unités d'un parfum particulier, et nous, ce n'était pas dans nos plans, ils vont essayer de voir avec les catégories planeurs si c'est faisable d'un point de vue industriel de les faire. Et les catégories planeurs vont voir aussi avec nous de notre côté pour vérifier si nos fournisseurs sont capables d'absorber cette augmentation ou cette baisse. Ça peut être une baisse aussi. D'accord. Et vu que tu m'as dit que c'était cyclique, Oui. donc tu ressens pas une certaine redondance ou tu dis, ah, le mois Hada, c'est comme le mois passé, fais ton travail. En vrai, non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est cyclique, donc tu sais à quoi t'attendre, dans le sens où il y a un certain cadre, un référentiel qui va se répéter d'un mois à l'autre, mais souvent, d'un cycle à un autre, tu as de nouveaux problèmes qui apparaissent. D'accord.
Donc, Toujours des challenges. Voilà. Et vu que je travaille avec une cinquantaine de fournisseurs, chaque fournisseur a sa propre technologie. Donc il travaille d'une certaine manière, il peut faire un flacon, il peut faire un carton, il peut faire un produit métallique, tu vois. Donc chacun a ses propres technologies. Quand tu as un souci chez un fournisseur, tu es obligé de comprendre industriellement comment il fonctionne et comprendre à quel niveau ça bloque pour pouvoir donner la meilleure visibilité aux autres métiers. D'accord. Donc en gros, tu as tout le temps ce travail de creuser et comprendre. Et pour ce faire, tu dois avoir un certain background d'ingénierie. Donc, Parce que généralement, c'est des process assez lourds, contrairement à nous en fragrance où on fait justement du conditionnement. Eux, c'est plutôt du verre, des grands fours, ils vont faire de la fente, etc. Donc c'est vraiment très lourd. Donc je trouve que c'est hyper stimulant de comprendre les différentes problématiques. Et au-delà de ça, on a aussi cette partie en interne où on lance toujours des projets pour l'amélioration continue, pour justement faire monter les acteurs avec qui on travaille, que ce soit en interne ou en externe en compétences, et essayer de minimiser notre intervention en manuel, automatiser un maximum de tâches, etc. Donc il y a toujours cette réflexion, cette prise de recul, cette remise en question qui est avec nous au quotidien. d'accord. Parce que c'est ce qu'on peut entendre en fait c'est plutôt des préjugés sur le métier en entreprise, surtout dans un rôle tel que le tien. C'est qu'à chaque fois, ça reste, c'est la même chose, c'est redondant, c'est limite, ça pousse la personne à se lasser, mais d'après toi, c'est plutôt stimulant et ça donne beaucoup plus de challenge qu'autre chose. Honnêtement, au début, je pensais comme ça, Oui. mais après, je me suis pris une claque. Tu sais pourquoi? Parce que c'est simple. En gros, tu es dans la réalité. D'accord. Quand tu as un fournisseur qui te dit je peux pas te livrer, tu vas faire arrêter une ligne de production, tu vas prendre un coup de stress. Tu vois, donc c'est vraiment de la réalité. Quand tu sors de l'école, tu es souvent un peu rêveuse. Parce qu'on se basait sur la théorie. Voilà, tu as appris des concepts énormes, tu vois, des concepts, déjà tu apprends que le nom, tu connais même pas comment c'est pratiqué, etc. Donc tu es un peu rêveuse, tu te dis moi je vais travailler dans la stratégie opérationnelle directement. Alors que toi tu sais même pas gérer une crise avec un fournisseur. Oui. Et bien justement, je pense que ce genre de métier en début de carrière, c'est hyper intéressant et c'est hyper formateur. Pourquoi? Parce que ça te montre c'est quoi la réalité. Et si tu vois toutes les personnes qui ont réussi d'un point de vue professionnel, ils sont tous passés par un peu, moi je l'appelle un peu le stage militaire, en référence à ce qu'on fait en Algérie. Et c'est un peu notre stage militaire pour justement apprendre et connaître ce que ressentent les gens. Comment tu peux aller plus loin dans la hiérarchie et tu sais même pas comment ça fonctionne on the floor, donc au niveau de la production. C'est vrai. Tu sais même pas quelles sont les attentes ou les contraintes des personnes qui produisent ou des personnes qui envoient la marchandise ou les fournisseurs, les partenaires qu'on a. C'est pas normal. Donc j'ai rarement vu des personnes qui commencent par le haut et qui peuvent avancer. Toujours commencer en bas de l'échelle et monter petit à petit. Voilà, c'est un passage obligatoire. Après bon, en bas de l'échelle, tu seras pas opérateur. Oui, mais oui. voilà quoi, tu seras quand même un ingénieur qui va pratiquer au niveau de l'exécution. Et quelles sont les compétences qui t'ont aidé à te surpasser et aussi aussi pour les recruteurs où ils ont pu faire la différence entre toi et une autre personne. Surtout que tu as intégré une grande boîte telle que L'Oréal. Alors déjà, premièrement, il y a le fil conducteur au niveau de ma formation. Donc j'étais pas très contradictoire au niveau de ce que j'ai fait. J'ai commencé en génie industriel qui est hyper général. Ensuite, je me suis spécialisé en supply chain à travers mon master SP. J'ai appliqué ce que j'ai appris chez Total Energy en parallèle, toujours dans le même domaine. Et en plus de tout ça, j'ai passé une certification qui est l'APIX CPIM, qui est une certification qui te garantit certaines compétences en planification et gestion des stocks en général. Ça m'a permis, tout ça, donc tout ce fil conducteur, ça m'a permis d'avoir cette overview sur la supply chain, comment elle fonctionne. Et je pense que c'est la compétence la plus importante. Parce que, encore une fois, on l'appelle supply chain, donc c'est une chaîne de valeur qui est assez grande. Si tu connais juste comment ça fonctionne au niveau de ton scope, de ta zone de confort, entre parenthèses, c'est pas trop ça. Bah, tu pourras jamais te projeter sur ce que font les autres métiers. Et tu pourras jamais rapporter justement une valeur ajoutée, une certaine amélioration continue, parce que déjà tes clients, qui sont tes partenaires, tu sais pas comment ils fonctionnent. Oui. Donc quand tu sais comment la supply chain en général fonctionne, les différents concepts, tu es toujours d'actualité avec ce qui se passe, avec ce qui se développe, etc.
ça te permet de te projeter, ça te permet de comprendre tes interlocuteurs, ça te permet de participer activement en discussion et du coup, ça te permet d'être remarqué par ta hiérarchie et aussi aller plus loin. Donc pour moi, c'est la compétence numéro 1. Après, la deuxième, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'esprit critique et un peu la rigueur qu'on a appris de par la préva. Donc tout ça, ça va t'aider sur tout ce qui est crise, etc., la gestion, être carré dans son fonctionnement. Ça te permet vraiment de faire face à de gros trucs. Et comme troisième point, je dirais, c'est un peu la maîtrise des outils, que ce soit Excel. Excel, ça peut paraître simple, mais en vrai, quand tu maîtrises Excel bien comme il faut, tu peux faire des tâches que ton collègue peut faire en une journée, toi tu l'as fait en 20 minutes. Après, au-delà de ça, tu as Power BI avec toute cette partie reporting et tout. Quand ton manager, tu lui montres un Power BI synthétisé avec des données qui lui permettent de prendre des décisions, il est content. Je peux te dire Il facilite le travail. Ah oui. Et en plus, il te donne plus de projets parce qu'il sait que tu peux le faire. Rapidement toi, tu apprends plus, rapidement, comme tu as dit. Toi, tu apprends plus, tu développes ton réseau parce qu'à chaque fois, tu as de nouvelles personnes avec qui tu travailles et ça te permet d'être connu dans la boîte. Et de monter aussi, oui. Exactement. Oui. Et quels sont les défis que tu as rencontrés dans ton parcours professionnel et même dans le parcours académique? Alors, d'un point de vue parcours académique, honnêtement, je pense que le plus grand défi que j'ai rencontré, c'était le diplôme de la prépa. Pour moi, c'était hyper intense. Ensuite, en spécialité, je dirais que j'hésitais un peu sur ce que je vais faire. C'était assez compliqué d'avoir cette visibilité parce qu'avant, on n'avait pas le club et tout. Donc, il fallait poser des questions de manière singulière à chaque personne. Il fallait les connaître aussi. Donc, il fallait passer par différents interlocuteurs, intermédiaires, etc. Donc, c'était cette partie-là où je me remettais en question. Ensuite, une fois que j'ai décidé, c'était good. Et pour finir, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est faire face justement à la réalité. Oui. Ben, justement, quand on était ici en Algérie, souvent dans les stages, ou maintenant je pense qu'on fait même des alternances, on est moins responsabilisé que ce qui peut se faire en France. Oui. Et ça, c'est un désavantage. Parce qu'on pense que c'est simple, on pense que voilà, le plus important, c'est les gros concepts et tout. Mais au final, ce qui fait la différence, c'est cette réactivité, cette agilité au quotidien, d'un point de vue opérationnel, bien sûr, dans le monde des opérations, qui te permet d'aller plus loin et qui permet aux gens de te faire confiance. D'accord. Et vu que tu es dans le domaine de la cosmétique, est-ce que dans le futur, tu envisages d'explorer d'autres secteurs ou tu es vraiment satisfait de ce domaine? Tu as déjà vu le oil and gas avec Total, tu es dans la cosmétique. Est-ce que plus tard, tu as envie d'explorer d'autres... En vrai, c'est vrai que L'Oréal est assimilé un peu au domaine de la cosmétique, mais vu que je suis dans la division luxe, c'est pas de la cosmétique parce qu'on fait plus de 30% de marge, tu vois. D'accord. Donc la parfumerie, c'est vraiment considéré dans le domaine du luxe. D'ailleurs, même maintenant, le schéma logique que je peux entreprendre, c'est rester dans une entreprise du luxe. Mais après, ça dépendra des opportunités. Honnêtement, je ne fais pas une fixette en particulier sur un secteur industriel, voilà, un secteur industriel ou un domaine. Mais je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qui peut nous faire développer le plus. Typiquement en supply chain, si tu te réorientes vers un domaine ou dans une entreprise, typiquement comme LVMH, qui fait de l'artisanal, de luxe, ben, tu vas faire face à une supply chain qui est moins complexe ou moins intense que chez L'Oréal, où c'est plutôt de l'industriel. D'accord. Donc tu vas te retrouver avec des concepts qui sont hyper différents. Tu vas plus être sur de l'efficience et de la production en masse, etc. Mais plutôt sur maximiser la qualité, de la différenciation, qui a son côté de complexité aussi, mais qui est hyper différente de ce que tu peux retrouver dans la production discrète en général. Donc honnêtement, mon choix numéro 1, ça sera toujours garder en tête une production d'éléments discrets. Donc ça peut être par exemple de l'agroalimentaire, ça peut être de la cosmétique comme là où je suis, ça peut être des lubrifiants comme où j'étais chez Total, mais pas par exemple la construction ou tu vois, ce genre de domaine, ça c'est pas trop mon dada. Est-ce que tu te verrais dans le conseil
Ou tu te sens bien ou t'es... Ça, c'est la question à $1 million. Alors, je sais que ça intéresse plusieurs personnes, le conseil, surtout en France. Et c'est dû principalement au fait que les cabinets facilitent les démarches administratives pour les Algériens. Et après, tu as aussi le côté salaire. Mais il y a d'autres contreparties. Et il y a un revers de la médaille qui est assez gros aussi. C'est la partie équilibre vie perso, vie pro. Donc souvent, dans le conseil, tu travailles jusqu'à 20h, 21h. Oui. C'est un peu la norme. Ça dépend des profils. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Ils te disent c'est un accélérateur de carrière. Et il y a des gens comme moi où ça me dérange. Personnellement, j'envisage le conseil, mais si c'est vraiment spécialisé dans mon domaine. Je ne veux pas faire du conseil général, mais je veux faire du conseil typiquement qui est spécialisé en supply chain ou potentiellement en stratégie d'entreprise au global. Mais je sais, je suis conscient que pour devenir consultant en stratégie avec une certaine légitimité, il faut avoir quelques années aussi dans l'industrie. Mais en parallèle, j'aimerais pas aussi sacrifier mon confort un peu vie perso, mon équilibre vie perso, vie pro. Oui, c'est normal. Si c'est le cas, j'ai une certaine limite à ne pas dépasser. Je pourrais jamais faire des horaires jusqu'à minuit, 1h du matin. Ça, C'est énorme. voilà. Si je fais ça, je suis prêt à faire de l'entrepreneuriat. Oui, c'est mieux travailler à son compte que c'est ça. travailler chez d'autres personnes et veiller aussi Exactement. tard. Et comment tu vois l'évolution des carrières en génie industriel? Quelles sont les étapes de progression d'après toi? Alors, déjà, ça dépend du domaine que tu as choisi après les études. Donc, une personne qui a fait des systèmes d'information n'aura pas le même rythme d'évolution qu'une personne qui a fait de la supply. D'accord. Du coup, pour ma part, je préfère parler de ce que je fais. Pour moi, en supply, et je me base un peu sur les différents profils que j'ai vus au sein des alumni, je pense que le plus intéressant, c'est justement de passer par une expérience en opérationnel pure, donc une expérience terrain, et ensuite se diriger vraiment en aval de la chaîne de valeur. Ou faire l'inverse, hein. En tout cas, suivre un certain cheminement. Quand je dis l'aval, donc tu as la partie déjà premièrement usine, fournisseur, etc. Tu as la partie SNOP qui est un peu centrale. Tu as la partie aussi centrale de distribution. Et ensuite, tu as tes clients, tes distributeurs. Et en fonction de cette chaîne de valeur, tu vas positionner plusieurs métiers des opérations, notamment du supply planning au sein des usines ou des centrales de distribution, ou tu as la partie demand planning qui est généralement au niveau des filiales, tu as la partie SNOP qui est plutôt centrale comme tour de contrôle, tu as le développement aussi de produits qui est généralement de la gestion de projets au sein des opérations. Donc tu as tous ces domaines à explorer et en fait l'objectif c'est de faire au moins 2-3 postes te permettant d'avoir cette visibilité pratique de la supply chain. Et ensuite, ça dépend aussi des préférences des personnes. Pourquoi pas demander du management pour, au-delà des compétences ou des hard skills que tu vas apprendre au niveau supply, tu vas commencer à évoluer d'un point de vue soft skills en essayant d'avoir une équipe, toucher du management et ensuite évoluer au niveau de la hiérarchie de manière verticale vers le haut en prenant de plus en plus de responsabilités et augmenter l'effectif de l'équipe. D'accord. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Pour un petit peu terminer, quels sont les conseils que tu donnerais aux étudiants qui nous regardent vu que principalement ce sera des étudiants en management industriel, quels conseils leur donnerais-tu? C'était rapide. Hein. Alors, comme conseil, pour moi, il faut avoir de la curiosité. Je pense que la curiosité, c'est hyper important. Ça te permet d'explorer différents trucs, surtout quand tu es étudiant. Pourquoi? Parce que tu as un océan de connaissances devant toi. Tu sais que tu dois te spécialiser sur un pôle en particulier. Tu es obligé, c'est la vie. Mais au début, tu es perdu. Donc la curiosité va te permettre justement de toucher un peu à tout et au final gagner du temps par rapport à ta décision. Ouais. Autant le faire quand tu es étudiant. Ensuite, une fois que tu commences ta carrière professionnelle, tu sais déjà où tu vas. Et ensuite, il y a une autre skill à avoir, c'est une soft skill, c'est de la discipline.
souvent, tu as des étudiants, même après avoir été diplômés, ils vont souvent se concentrer sur juste la partie professionnelle et c'est tout. Alors que je pense qu'il faut toujours rester proactif et essayer d'apprendre encore plus, suivre l'actualité et pourquoi pas un jour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour finir, je dirais que la confiance en soi est hyper importante et il ne faut pas se dire que si on a fait des études en Algérie, ça ne nous permettra pas d'évoluer, d'avoir des carrières incroyables à l'étranger. Ou même revenir en Algérie pour travailler sur des projets ici, vu que c'est une terre Assez vierge, oui. exactement avec des marchés hyper émergents. Donc honnêtement, il faut être confiant, on est hyper bien formé. Il faut certes compenser un peu peut-être quelques manquements qu'on peut avoir, mais c'est vraiment pas méchant. Après, il reste la partie soft skills aussi. Et ça se travaille avec des clubs comme ce que fait IEC ou des sorties en entreprise, des entretiens comme on le fait maintenant. Toutes ces activités, on peut les créer entre nous. Il faut juste avoir cette volonté collective et travailler pour aller de l'avant. Voilà. Quand tu as parlé de curiosité, est-ce que tu insinues plus les choses pratiques, c'est-à-dire en entreprise plus stage, ou même les formations qu'on peut faire en plus, qu'on peut trouver sur Coursera ou là même sur d'autres sites? En vrai, un peu de tout. Après, je suis contre les raisonnements qui disent que voilà, il faut se bourrer de formations Coursera, etc. Pour moi, ce genre de MOOC, ça permet justement d'avoir une visibilité sur l'existant et potentiellement avoir des informations que tu n'as pas eues au niveau de ton apprentissage à l'école, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que ça permettra de montrer que tu as un profil incroyable. Non. La curiosité, pour moi, c'est justement de s'intéresser à ça potentiellement, ne pas passer dessus une éternité, se dire que je vais collectionner les MOOC, mais c'est surtout, comme tu as dit, aller vers les entreprises, découvrir la pratique, compenser les manques qu'on n'a pas au sein de la formation, ne pas se contenter de ce qu'on fait uniquement à l'école, aller plus loin, développer son réseau, développer son image. Comme dit Mbrok El Aïb, l'image et le réseau, c'est le plus important et il a raison. Hein. Il a raison, parce que même en entreprise, tu es hyper compétent, tu as toutes les skills du monde. Si tu connais pas des gens, et c'est pas le ma'arifa, hein. C'est la bonne ma'arifa. Même, est-ce que tu encourages déjà les gens, les étudiants à enrichir leur compte LinkedIn ou à s'intéresser à ce réseau aussi? Ah oui, je pense que c'est une chance incroyable. LinkedIn actuellement, c'est un outil indétrônable et sur lequel vous pouvez vous baser pour justement contacter différents profils partout dans le monde, de différentes nationalités. Avoir un simple call WhatsApp avec une personne qui a une certaine carrière, ça permettra de vous faire passer par des raccourcis qui vous vraiment vont vous économiser des années peut-être de réflexion et de remise en question. Honnêtement, je trouve que les personnes qui ne le font pas, ils passent à côté d'une opportunité incroyable. Oui. Bah, nous, à l'époque, on essayait de le faire avec les alumni, avec des personnes qui avaient une certaine expérience en France. Et honnêtement, moi, de mon côté, j'ai appris des trucs que je connaissais même pas. Que ce soit par rapport aux formations, aux expertises, aux certifications qu'on peut passer, aux différentes entreprises. Vraiment, c'est une valeur ajoutée incroyable. Oui. Donc, merci beaucoup, Mahidine. C'était vraiment un échange très enrichissant, très fructueux. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais certains préjugés en tête. Win, tu m'as éclairé sur ce sujet. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a été le cas aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Merci et à d'autres prochaines vidéos.